L'eau attire toujours l'être humain, en moyenne. De toute façon, on est fabriqué, je ne sais plus combien de pourcents de flotte, mais donc forcément, on est attiré par l'eau. Cette voix bourrue et assurée, c'est celle d'un roi, le marin Jean Le Cam. Ça fait presque 40 ans déjà que les médias et le public l'ont couronné. Ils le considèrent comme le souverain des mers. D'abord pour son palmarès impressionnant, mais aussi pour son franc-parler, son apparente nonchalance et sa longévité hors du commun. Les choses ont fait que je finis 4 à la place du con. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soulagé l'éventuel con qui aurait pu être à ma place. L'humour, la solidarité, le talent. Difficile de ne pas mériter son surnom. Le roi Jean. Je suis du genre à dire qu'est-ce qu'il faut pour faire mieux. Moi, je suis pas énervé non plus. Je suis pas tapé sur le bateau, faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que je ne sais pas en fait. Des fois pour m'encourager peut-être. Allez Jean, on va y aller là. Je m'appelle Angeline Demuynck, je suis journaliste à France Bleu Brésil. Jean Le Cam, c'est une figure incontournable du Finistère. Je l'ai donc rencontré plusieurs fois lors de mes reportages. Il m'intrigue, d'abord parce que je suis fascinée par ces doudingues qui osent s'attaquer à l'Everest des mers, et puis parce que j'ai un faible pour les personnalités brutes qui ne se livrent pas facilement. Alors autant vous dire que le roi Jean coche toutes les cases. C'est lors du Vendée Globe 2020 qu'il s'est véritablement imposé à moi. C'est aussi là que beaucoup de Français l'ont découvert. À ce moment-là, les micros et les caméras sont rivés sur lui. Il vient de réaliser un exploit. Il est allé récupérer en pleine mer un autre skipper, Kevin Escoffier, ballotté par les flots dans son radeau de survie au large du cap de Bonne-Espérance. Vivant, mais encore sous le choc. Kevin Escoffier vient tout juste d'être sauvé des eaux par Jean Le Cam, 61 ans, doyen du Vendée Globe. Merci Jean. Je revois les cheveux ébouriffés du roi Jean et son sourire un peu béat aux côtés de son ami rescapé. Leurs blagues de grand gamin, les quelques mots échangés avec le président Emmanuel Macron qui tient à féliciter personnellement Jean Le Cam pour ce sauvetage réussi. Monsieur le Président, yes, Cap. Je le sais. Et allez jusqu'au bout, Jean. Et merde pour la suite. Ok, merci. Salut à tous les deux. Bonne mer et merci, Alors je me suis demandé comment cet homme, clairement habité par la mer, était devenu le chouchou du public. Une arrivée de rockstar sur la musique de son chanteur préféré. Après 80 jours éreintant en mer, Jean Le Cam n'a pas perdu le sens de la fête devant des bénévoles aux anges. C'est beaucoup d'émotions. C'est super parce que c'est une grande énergie. C'est super. On l'aime quoi, c'est notre Jean, il a sauvé, il sauve, il fait des Vendée Globe monstrueux chaque année et on en est fiers, on est content d'être là pour pouvoir l'accueillir ce soir et on l'aime. À terre, le roi Jean se coiffe de sa couronne et cherche les mots pour décrire son Vendée Globe, le 5e consécutif. Il est exceptionnel, donc il est même pas parmi les autres, il est autre chose. Je vous propose d'entrer dans l'intimité de ce vieux loup de mer, marin 100% breton, anti-star system, qui ne se lasse pas de faire le tour de la Terre. Un podcast en 8 épisodes pour mieux cerner ce personnage hors du commun, perfectionniste et gouailleur. Aujourd'hui, Jean Le Cam a 65 ans et il est le doyen de la 10e édition du Vendée Globe. Il y a toujours des hauts et des bas sur le Vendée Globe, des moments d'euphorie et des moments de tristesse, c'est sûr. Pour débuter cette série, cette aventure aux côtés du roi Jean, je vous emmène chez lui, dans son fief du Sud Finistère. J'ai envie de comprendre d'où lui vient cette passion pour la navigation. Le roi Jean, une vie de marin. Épisode 1, l'enfant et le canoë. La maison de Jean se trouve sur les hauteurs de la forêt Fouesnant, à quelques kilomètres de Concarneau. C'est une grande bâtisse, nichée dans la verdure, qu'on perçoit à peine depuis la route. Il y a de la place pour se garer sous les arbres et un grand terrain soigneusement tondu et clôturé où s'ébattent Olaf et Tabata. Bonjour. Les deux labradors des Le Cam nous escortent jusqu'au salon, où Jean nous regarde, le technicien et moi, installer le matériel d'enregistrement avec intérêt. T'appuies sur le bouton pour démarrer. C'est bon, c'est rouge. C'est un truc de breton. Jean tutoie tout le monde, donc je tutoie Jean. Je découvre sans surprise que sa tanière est toute proche de la mer, à 2 km du port de la forêt Fouesnant. C'est là qu'est amarré Virgile, son dernier joujou. Je vous laisse imaginer ce voilier de 18 mètres de long. C'est à peu près la taille du camion que vous doublez sur l'autoroute. Un IMOCA noir et jaune de 60 pieds qui porte le nom de ses principaux sponsors. Tout commence en Finistère Armor Luxe.
C'est le voilier que Jean a imaginé et construit avec ses équipes pour sa 6e participation au Vendée Globe. T'as un lien particulier avec cet endroit, que tu connais depuis que t'es tout petit. Bah oui, parce que j'habitais à Châteauneuf-du-Fou, après à Quimper, et puis à Quimperlé et la Forêt-Fouesnant a toujours été la partie, on va dire, centrale. La Forêt-Fouesnant, c'est une station balnéaire réputée du Finistère. C'est aussi un port qui a la particularité d'avoir son nom à lui, Port-la-Forêt. Port-Laf pour les intimes. Il abrite plus de 1000 bateaux, c'est aujourd'hui un pôle incontournable de la course au large. On va s'intéresser à un endroit que vous connaissez bien, c'est Port-la-Forêt, surnommé la Vallée des Fous. C'est un endroit unique au monde, tout simplement parce que c'est là qu'ont été formés les meilleurs skippers de course au large. C'est aussi là qu'ont été construits certains monocoques. Port-la-Forêt, la Silicon Valley de la voile. Port-la-Forêt, Finistère, 3000 habitants, parmi eux les 3 derniers vainqueurs du Vendée Globe. Dans les années 60, quand Jean Le Cam n'est qu'un petit garçon, il n'y a encore aucun ponton. Et la Forêt-Fouesnant est un simple village de pêcheurs. Mes parents avaient un terrain au bord de la mer à Carléville. Et du coup, après, ils avaient une caravane sur le terrain. Et puis après, ils ont construit une petite maison. Et donc, c'était le point qui est toujours resté constant, on va dire. Tu ne te voyais pas vivre ailleurs après? Non. Non, on était... Il y avait la mer à côté, il y a le port à côté. Non, c'est parfait. Jean et son épouse Anne habitent aujourd'hui une maison chaleureuse, pleine d'escaliers et de livres. Dans la pièce de vie trône la cuisinière à bois, prometteuse de bons petits plats que le couple surnomme Maïté. Dans le salon, j'aperçois des canapés recouverts de plaids multicolores où les toutous font la sieste. Il n'y a pas de prix ni de trophée en évidence. Par contre, très important, je vois la mer depuis le premier étage et ça c'est une lubie du roi Jean. Il est amoureux de cette baie depuis toujours. Elle s'ouvre sur l'archipel des Glénans et ses eaux turquoises. Avant, on habitait dans cette maison-là et en fait, quand je réparais l'antenne de télé, je montais sur le toit. Et quand je montais sur le toit, forcément, je voyais la vue qu'il y avait là-haut. Donc, du coup, quand on a rénové la maison, on a privilégié le grenier, on va dire. Donc là, maintenant, tu vois le port de chez toi. Voilà. Tu vois ton bateau ? Quand il est à l'eau, peut-être le mât, mais on voit surtout l'horizon, les Glénans, Pinfret. La passion de la voile, ça a commencé très tôt. Tes parents n'étaient pas forcément partants pour que tu fasses la voile tout seul. Oui, assez tôt, avec le canoë avec lequel j'avais mis un parasol dedans. Et donc, parce que j'avais pas le droit de mettre... Il y avait une voile avec un petit mât, mais j'avais pas le droit. Donc, j'avais planqué un parasol sous les bancs. Et puis, donc je remontais au vent à la pagaie et je revenais au portant avec le parasol. Imaginez donc, Jean Le Cam a à peine 5 ans et il construit sa toute première embarcation avec les moyens du bord, un canoë indien blanc équipé d'un parasol en guise de grand voile. Avec déjà de premières sensations, tu t'en souviens ? Oui, c'est sûr que c'est magique, quoi. T'avances tout seul, t'as rien. Ça fait du bruit, c'est interdit et ça avance tout seul, donc c'est génial. La recette parfaite pour attirer les enfants. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as compris qu'il y avait quelque chose qu'il y avait quelque chose qui ferait partie de ta vie. Je savais pas. À cet âge-là, tu sais pas. Après j'ai fait du vaurien. Le vaurien, c'est un petit voilier léger, un dériveur, le bateau idéal pour débuter. J'avais racheté le vaurien de ma sœur avec les sous de la communion. J'avais dit, vous faites pas de cadeaux, vous me donnez des sous pour acheter un vieux vaurien. Et après, j'ai fait du 420. Et puis après, c'est avec mon père que j'ai fait la compétition un peu plus. Louis, le père de Jean, est ingénieur des ponts et chaussées. La famille déménage alors régulièrement aux 4 coins du Finistère. Avec un ancrage, la Forêt-Fouesnant, le week-end, les vacances, à l'eau dès que possible sur tout type d'embarcation, pourvu qu'elle flotte. Ton père, il naviguait ? Mon père, il naviguait, oui. Après, il avait une corvette au début, et puis après un Armagnac, et puis après on a fait
des courses. Donc soit Concarneau, aux entraînements d'hiver de Concarneau, on alternait avec la Trinité. C'est lui qui t'a appris à faire de la voile ? Oui, ça, il n'y a pas de doute. Il te montrait, il t'expliquait ? Déjà, quand tu es sur un bateau, il faut se débrouiller. Donc, tu apprends aussi, forcément, tu apprends naturellement. Pas d'école de voile, donc ? Je crois que j'étais inscrit pendant une semaine, j'ai dû rester 3 jours. Et ça t'a jamais manqué ? T'as jamais eu de manque comme ça, de connaissances ? Non. Quand tu apprends par toi-même, tu enregistres les choses parce que tu réfléchis, voilà. Donc, c'était plutôt autodidacte qu'à l'école. À l'adolescence, après un énième déménagement, Jean Le Cam s'installe à Quimperlé, à une 40aine de kilomètres de la Forêt-Fouesnant. Il n'a pas encore le permis, mais pas question de renoncer à ses précieuses sorties en mer. Il fait l'aller-retour dès qu'il le peut pour faire de la voile. Ouais, je venais en mobilette de Quimperlé, à la forêt. Bon, il y avait un petit peu de route, mais quand il pleuvait, c'était un peu emmerdant, mais bon. Ça te décourageait pas ? Ça allait, tant qu'il n'y avait pas de problème technique sur la mobilette. Tu regardais comment tu faisais pour savoir si la météo allait être favorable ? De toutes les manières, météo favorable ou pas, je venais quand même. Dans les années 70, Jean Le Cam n'est pas le seul mordu de voile du coin. Il grandit aux côtés de futurs grands marins, des pionniers de la course au large, à commencer par la famille Desjoyaux. Ouais, il y avait Hubert Desjoyaux, à l'époque, son père avait un chantier, donc là, on a baigné là-dedans tout petit. Donc. La famille Desjoyaux, c'est une institution de la navigation en France. Henri, le père, est l'un des premiers moniteurs de l'école de voile des Glénans, l'une des formations les plus réputées aujourd'hui encore. Il est aussi le premier à voir l'intérêt d'un port à la Forêt-Fouesnant. Hubert Desjoyaux, son fils aîné, est le meilleur ami de Jean Le Cam. C'est un marin qui a beaucoup compté pour lui, à tel point que Jean appellera l'un de ses bateaux Hubert, on le verra au cours de cette série. En fait, à l'époque, à Port-Laf, ils sont toute une bande de passionnés. Ça jouait, c'était l'émulation de groupe aussi ? Ouais, puis ils faisaient des maquettes. Il y avait Roland Jourdain aussi qui était pas très loin. Il y avait toute une équipe. Plus tard, on a monté CDK Composite, le chantier, avec une partie de cette équipe-là d'ailleurs. CDK, c'est l'un des premiers chantiers navals de Port-la-Forêt. C'est Jean Le Cam et ses amis Hubert Desjoyaux et Gaëtan Guérou qui créent l'entreprise en 1984. CDK se spécialise dans les bateaux de course dernier cri. C'est là que le roi Jean va développer ses talents de marin et de bâtisseur. Car vous allez vite le comprendre dans ce podcast, Jean ne se contente pas de naviguer. Il est l'un des rares à construire encore ses propres bateaux. Et les études dans tout ça ? Les études, j'ai passé 3 fois mon bac, 2 bacs C, 1 bac D, mais je ne l'ai jamais eu. Peut-être pas très motivé par les études. Tu regrettes aujourd'hui ou pas ? Pas du tout. Il n'avait pas trop le temps pour les études, Jean, ça je l'ai bien compris. En régate tous les week-ends, sur l'eau dès que possible. Il est tout juste majeur quand il participe à sa première solitaire du Figaro en 1978. Une course en solitaire, comme son nom l'indique, en plusieurs étapes, le long des côtes françaises, britanniques et espagnoles. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il ne suffit pas d'être bon, il faut aussi trouver des sous et savoir se vendre. C'était Mode Marine Galette de Fouesnant, mes partenaires Mode Marine qui était importateur d'un bateau qui était un Dionne. Et Galette de Fouesnant, c'était Jean Serre qui faisait des galettes à Fouesnant. Comme son nom l'indique. Et donc j'arrêtais pas de naviguer tout le temps, à droite, à gauche. Tu te disais pas à ce moment-là, je vais en faire ma carrière ? C'était sans se poser de questions ? Non, moi j'ai jamais eu de plan de carrière et ce genre de choses. C'était au fur et à mesure. Voilà, après, moi j'aimais bien naviguer et puis construire aussi. Donc c'était les deux passions, on va dire. La construction, donc forcément la technique, et forcément la compétition avec la navigation. Naviguer et puis et construire. Cet esprit de compétition, il était là dès le départ ? Ah oui, j'aimais bien la course. Tu veux être premier ? Je veux aller plus vite que les autres. Après, une fois qu'on a dit ça, voilà. Il faut se donner les moyens. C'est ça. Là, ça passe par la technique, c'est ce que tu disais ? Ça passe par la technique, ça c'est sûr. Hein. Et puis, j'ai jamais été très commercial. Donc ça, c'est un peu le handicap que j'ai. C'est qu'il faut aussi, la paire de baskets, elle coûte cher chez nous. Donc... j'avais la chance que mon père avait un bateau, ça c'est sûr. Mais par la suite, il fallait quand même un peu de moyens pour naviguer, et d'autant plus en compétition, puisque forcément, on veut des voiles neuves, on veut les... Voilà. Il faut savoir se vendre. Voilà.
Et ça, on n'est pas forcément très fort dans la région. Non, c'est pas une caractéristique du Finistérien. Le Finistérien, il sait faire, mais il sait pas le dire qu'il sait faire. Les sponsors, c'est indissociable du monde de la voile. Il faut innover, entretenir son bateau et accessoirement gagner sa vie. Et ça a été un vrai défi pour Jean Le Cam tout au long de sa carrière. Mais en attendant, le marin a d'autres problèmes. Nous sommes en 1981, il est appelé pour le service militaire. Jean a 22 ans à l'époque, son père est mort depuis peu et il n'a pas du tout envie de faire l'armée. Il tente de se faire désigner soutien de famille pour être exempté. Il explique qu'il a ses proches à charge et qu'il ne peut pas se permettre de s'absenter plusieurs mois. Mais ça ne fonctionne pas. Il se tourne alors vers le boss de l'époque, Éric Tabarly, le plus célèbre des marins français qui habite à quelques kilomètres seulement. Du coup, j'étais voir Éric Tabarly à Gonard. Et puis j'étais dans les derniers. Et il a réussi à trouver une petite place pour moi quand même, pour le Tour du Monde sur Penduic 6, qui était baptisé Euromarché pour la course de la Whitbread. Tu as dû le convaincre, trouver des mots particuliers? J'avais déjà fait 3 Figaro, ça aide. Je pense qu'il a fait le forcing quand même pour que je vienne. 14 mois à bord, c'est ça? 14 mois de service militaire. Et après, on a fait toute la préparation du bateau, déjà à Vix, en Vendée, au chantier Pouvreau. Et puis, mise à l'eau à Maran, juste à côté. Et puis après, on était parti pour le Tour du Monde, 8 mois. Et il manquait encore, après l'arrivée, j'allais chez Eric pour entretenir son Doris, faire de la peinture, de la bricole. Ça t'a appris des choses qui te servent encore aujourd'hui? Oui. De toute façon, on apprend tous les jours, hein. Ça c'est sûr. Hein. À chaque fois, chaque expérience, chaque chose, il y a toujours des nouveaux trucs, il y a toujours des nouveautés, des machins. Après, il faut maîtriser. Et ça se fait qu'en utilisant. On peut lire les notices, mais bon... Ok, t'as l'impression de tout savoir, et puis en fait, tu sais rien. C'est de la théorie. Il faut pratiquer. Éric Tabarly, pour toi, c'est pas forcément un modèle? Moi, j'ai pas eu de modèle, on va dire. T'as une expérience qui se fait au jour le jour, et puis t'avances comme ça, et puis c'est en faisant. Moi, j'ai toujours fait plutôt que d'apprendre. T'étais intimidé à la base de te retrouver avec lui ou pas? Non, c'est moi qui allais le réveiller tous les jours parce que les autres, ils voulaient pas. Ils avaient peur? Ils avaient peur. Alors qu'il a jamais mangé personne, mais c'était moi, un des plus jeunes, qui allait le réveiller. Il n'était pas du matin? Je sais pas. Jean Le Cam naviguera à nouveau avec Éric Tabarly. Ils chavirent même ensemble en 1989. Et puis il garde des liens très forts avec la femme du marin, Jacqueline Tabarly, qui est la marraine de tous ses bateaux. En 1982, Jean Le Cam termine son service militaire. Il a 23 ans et il retrouve ses premières amours, en particulier la solitaire du Figaro, cette course unique au monde qui fait appel à toutes les compétences des marins. Il en avait fait 3 avant l'armée, il en fera 13 de plus dans les années qui suivent et sera sacré à 3 reprises. Au début, c'était pas des monotypes, c'était des half-tonners, qu'on appelait ça. Donc il fallait avoir des bons bateaux. Et donc, j'avais pas beaucoup de moyens, donc je pouvais pas avoir des bateaux. Et après, quand c'est passé en monotype, c'est-à-dire les bateaux tous identiques, c'est là que j'ai gagné les 3 fois. Donc c'est une expérience importante, c'est sûr, qui a quand même rythmé une bonne partie de ma vie. Alors là, il faut que je vous explique. Au départ, les concurrents de la solitaire partent sur ces fameux half-tonners. Ce sont des bateaux inégaux dont les performances dépendent en fait des finances du skipper. En 1991, les règles changent. Les navigateurs ne peuvent plus utiliser qu'un seul modèle de bateau, le Figaro Beneteau, un voilier d'environ 10 mètres de long. À partir de là, seul le talent du marin compte, et ça va jouer en la faveur de Jean Le Cam. Là, ça permettait de dire que t'étais vraiment le meilleur sur cette course-là, cette catégorie-là. J'étais toujours dans le podium. Et à l'époque, t'envisageais pas le Vendée Globe? Non, parce que le Vendée Globe, les bateaux chaviraient et j'aimais pas ça.
ça, c'est un élément essentiel à garder en tête. Jean n'aime pas prendre de risques inutiles, et puis il est un peu têtu. À ce moment-là, à la fin des années 90, il ne veut pas entendre parler du Vendée Globe. Il estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, que ce tour du monde en solitaire est bien trop dangereux. Mais vous allez voir qu'il va pourtant finir par changer d'avis. Notre marin va s'approprier cette course mythique comme aucun autre avant lui.